This podcast is brought to you by HEC Paris. Monsieur le professeur, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, il est des moments forts dans la vie de toute institution. C'est un de ces moments que nous vivons aujourd'hui en accueillant le professeur Théodore Zeldin, qui nous fait le grand honneur d'avoir accepté de délivrer, en introduction au séminaire inaugural des nouveaux élèves d'HEC, une conférence au titre qui pourrait vous paraître bizarre, combien de gens vous comprennent et vous apprécient, tout un programme. À l'issue de cette conférence, le groupe HEC remettra au professeur Théodore Zeldin le titre de professeur honoris causa. Le but de ma conférence ici, je ne veux pas utiliser ce mot de conférence, de la conversation que j'essaierai d'avoir avec vous, puisque je suis tout à fait heureux si vous voulez m'interrompre et après que j'ai plus ou moins fini, vous pourrez me poser des questions. L'objet de cette discussion, c'est de vous proposer des idées qui permettraient à chacun de vous de changer le monde. Et vous direz, c'est impossible. Vous venez à HEC, j'imagine, pour trouver des moyens de gagner votre vie un peu mieux, peut-être pour découvrir la vie, mais je dirais que vous ne pouvez pas faire cela sans changer le monde. Et je voudrais vous expliquer comment ça peut se faire. Je vous invite donc de m'accompagner en voyage. Si nous étions au XVe siècle, je vous dirais, venez avec moi aux Amériques. Voilà, ça c'est la grande aventure de cette époque. Découvrez le monde physique, géographique, ce qu'on ne connaît pas. On peut mourir en le trouvant, mais c'est intéressant. Si nous étions au XVIIIe siècle, je dirais, construisons des grandes usines, faisons des empires, ce serait une aventure. Au XXe siècle, je dirais, venez avec moi à la Lune. On n'est jamais allé. Mais au XXIe siècle, où peut-on aller? Et je vous dirais, venez avec moi découvrir qui habite le monde. On connaît déjà le monde physique. On connaît les molécules et les éléments dont le monde est construit physiquement. Mais les habitants du monde, vous, je ne vous connais pas. Vous ne connaissez pas vous-même. Et ces 6 milliards de gens qui habitent le monde portent des masques. Et nous aussi, nous portons des masques et des voiles. Et ce qui se passe dans notre tête est inconnu des autres, inconnu souvent de nous-mêmes. Et ça, c'est la grande découverte de l'avenir. Nous avons maintenant la technologie qui nous permet d'avoir des amitiés, des connaissances n'importe où. Mais combien de gens connaissez-vous bien? 5, 10, 1000? Pas tout le monde. Et donc, est-ce que vous êtes capable d'utiliser tout votre potentiel si vous n'avez pas les moyens d'être en contact avec ceux qui peuvent vous inciter à être plus que ce que vous êtes? Actuellement, l'opinion générale, c'est l'opinion des gens qui gagnent beaucoup d'argent aux États-Unis.
en disant aux grandes foules, vous êtes vraiment des gens formidables, vous avez tous les talents dedans, et je vais les faire sortir, et vous serez merveilleux, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ça, c'est le self-development qui est de mode d'aujourd'hui. Non, je dis, non, vous n'avez pas les talents que vous souhaitez avoir. Mais en ayant des relations avec d'autres qui sont différents de vous, en ayant des conversations et des expériences ensemble, peut-être vous allez attraper, comme par infection, quelques nouvelles qualités, quelques nouvelles possibilités. Et mon avis, donc, c'est que dans ce nouveau siècle, le grand défi, ce n'est pas de miser sur les grands ensembles, sur les grandes nations, en disant, voilà, nous sommes les meilleurs et nous pouvons occuper le monde entier, tout cela, ni sur l'individu en disant, voilà, l'individu doit chercher son propre salut en travaillant très fort et il peut réussir. La grande réussir et devenir heureux. Mon avis, c'est qu'on ne peut pas être heureux si les autres sont malheureux. Et je crois qu'on ne peut pas réussir seul, sans encouragement. Et on a besoin de deux personnes, d'une autre personne pour vous encourager, au moins une autre personne, pas seulement pour vous encourager, mais aussi pour vous stimuler et pour vous pousser et pour vous donner des idées que vous n'avez pas. Et d'où vient, pourquoi c'est différent aujourd'hui de ce qu'il était dans le passé. Dans le passé, l'individu se masquait et se cachait derrière son statut. C'est-à-dire, vous étiez des étudiants et vous devez vous conduire comme des étudiants, et les paysans doivent se conduire comme des paysans, et les artisans, et de suite. Et tout le monde avait sa place. On a détruit cela avec la Révolution française et la Révolution américaine et autres. Et on a dit, voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais depuis, il y a une révolution plus importante. Je dirais la révolution la plus importante dans l'histoire. Et c'est la nouvelle place que prennent les femmes dans le monde public. Jamais dans l'histoire on a vu cela. Et 50% de la population maintenant cherche l'égalité et demande qu'on la traite en égalité. Et la conversation entre les hommes et les femmes est la source d'une évolution qui touche tous les domaines de l'activité humaine et le travail particulièrement, parce qu'il y a quelque chose de très original. En privé, quand un homme, une femme de nos jours essaye de sympathiser, il cherche à se connaître, il cherche à se comprendre, il cherche à se traiter avec respect mutuel. Et dans cette rencontre, il crée de l'égalité. L'égalité commence, la vraie égalité, l'égalité de respect, commence dans l'intimité. Et seulement, on peut le faire en intimité, parce que dans le monde public, vous devez vous conduire comme on demande que vous vous conduisez. C'est-à-dire, si vous êtes professeur, vous devez être comme un professeur et ne pas admettre que vous ne savez rien et que vous avez oublié vos notes et que vous avez perdu les copies de vos élèves. On ne peut pas perdre sa réputation. On a peur de perdre sa réputation. Mais en privé, avec quelqu'un qu'on aime et qu'on croit qui mérite le respect, on peut admettre qu'on n'est pas aussi bien qu'on le paraît. Et les résultats de cela, c'est qu'on essaye de changer
la famille. On essaie d'avoir une famille d'égalité où les parents cherchent à devenir les amis des enfants au lieu de traiter la famille comme source de travail qui enrichit le père, parce que les enfants travaillent pour le père comme jadis. Les enfants deviennent coûteux et on dépense, on s'appauvrit en ayant des enfants, et financièrement, mais on essaie de faire une amitié. Et je crois que ce qui est nouveau, qui influence le travail, c'est que maintenant, le travail veut se modeler sur la vie privée. Dans le passé, le système était d'imiter le système gouvernemental de l'État, c'est-à-dire il y avait un roi, et le père aussi voulait être un roi, et le PDG voulait être un roi, avec des gens qui obéissaient. Mais si vous voulez avoir une relation créative et stimulante avec les autres, vous ne pouvez pas continuer ce système. Et ce système régit ce qui existe maintenant dans les entreprises, dans les gouvernements, partout, dans les universités. Et au lieu de ça, nous sommes en train de construire, de changer le monde en ayant des relations où c'est la conversation intime entre les gens, où on essaie de se comprendre, qui donne le modèle. C'est pour cela que je vous ai proposé comme titre « Est-ce que vous êtes suffisamment compris et apprécié ?» Je dirais qu'il n'y a, peut-être vous voulez me dire que je me trompe, mais je crois que personne ne croit qu'il est bien compris et suffisamment apprécié. Il y a une famine d'appréciation, un désir d'être mieux, tout le monde croit, comme un de vos Français les plus éminents. Je me souviens, juste avant sa mort, ayant une discussion avec Fernand Braudel. Fernand Braudel était l'historien le plus célèbre du monde. Personne ne pouvait nier que son travail était absolument génial. Je lui demandais « Qui vous comprend ?» Il a mis beaucoup de temps à me répondre. Il m'a dit « Il y a une personne qui me comprend bien. Il habite l'Argentine. » Et il me racontait tous ses déboires avec la Sorbonne, qu'il ne l'a pas reconnu suffisamment. Et il n'a jamais été professeur à la Sorbonne, c'était au Collège de France, et il sentait encore l'amertume. Et également, quand je cause avec des grands dirigeants de toutes les professions, je trouve qu'il y a une idée qu'on souffre d'être pas suffisamment aimé. On a ce besoin d'être aimé aussi bien que compris. Alors, comment faire? Si vous admettez qu'il y a ces nouvelles donnes dans la société, les structures qui existent ne suffisent pas à vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Et c'est pour cela que je vous propose de me joindre dans ce voyage où nous allons découvrir qui nous sommes. Et je ne sais pas si vos professeurs vous ont dit ce que mes désirs envers vous, c'est-à-dire je vais vous donner, vos professeurs vont vous donner la possibilité d'écrire votre autoportrait. Et on vous donnera une liste des 25 thèmes sur tous les aspects de la vie
sur lequel vous pouvez réfléchir, par exemple votre attitude envers l'ambition et vers la solitude, envers la peur, envers la famille, envers les relations entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire tout ce qu'une personne aujourd'hui doit choisir comme sujet de réflexion pour avoir des relations avec d'autres avec lesquels il peut sympathiser. Et quand vous aurez écrit cela, quand vous écrirez cela, vous trouverez que ce n'est pas facile. Parce que ce sont des questions très, très profondes, mais quand même, le but, c'est de vous permettre au moins de commencer à réfléchir sur ce qui est important dans la vie. J'ai fait un peu la même expérience ailleurs. À Oxford, par exemple, j'invite les étudiants à faire cela et je suis horrifié par les résultats. Voyez les étudiants, voilà, je vous donne quelques exemples. Une étudiante brillante arrive à 21 ans, elle finit elle obtient un diplôme d'Oxford, et elle dit, voilà, toute ma vie, j'ai travaillé pour réussir aux examens. Voilà, j'ai 21 ans et je ne sais pas que faire. Et c'est la même chose dans la plus grande partie des réponses que j'ai eues. On ne sait pas où ça mène. Et cette difficulté ne se trouve pas seulement chez les très jeunes. J'enseigne aussi aux chefs d'entreprise et chefs de gouvernement qui, arrivés à l'âge de 45 ans, viennent à Oxford pour suivre des petits cours. Et là, ils disent, ils s'étonnent d'avoir raté leur vie, même s'ils ont réussi en termes de succès dans leur travail. Veulent-ils travailler autant? Veulent-ils se donner seulement à une affaire, à une spécialité? Est-ce que c'est toute la vie? Qu'est-ce qu'on peut faire autre? Et notre système d'éducation vous enseigne à devenir des spécialistes. Et plus vous avez d'enseignement, plus vous devenez spécialisé sur des sujets plus étroits. Et enfin, vous ne savez qu'une petite, vous êtes spécialiste de la mouche, et le grand spécialiste mondial de la mouche. Mais vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche, vous ouvrir la bouche sur aucun autre sujet, par peur qu'un autre spécialiste de l'abeille vous dirait que non, vous êtes imbécile, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et d'autant moins sur d'autres sujets d'intérêt général. Nous vivons dans un monde de spécialistes. Et je crois que ça, c'est un autre aspect de ce qui va changer dans ce siècle. On a besoin d'être spécialiste, mais après cela, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les enseignements et les informations qu'on a collectionnées, c'est-à-dire comment avoir de la sagesse, comment décider ce qu'on va faire. Parce qu'on a les moyens de faire, on a les moyens de construire des bombes atomiques. Mais alors, sur qui mettre ces bombes? Ça, c'est un sujet que la technique et les informations ne vous diraient pas. Alors, quand je vous propose cette idée de prendre connaissance de vous-même et des autres, et de le faire ailleurs également, parce que je conduis cette expérience dans d'autres pays, en Turquie actuellement, qui m'intéresse parce que là,
On est sur la frontière du monde musulman et du monde occidental. Et ce que les Turcs m'ont dit m'a vraiment impressionné. Ils se disent, voilà, nous sommes en Europe depuis 400 ans. Et jamais nous sommes invités aux réunions européennes. En effet, quelle est la réponse? Pourquoi sont-ils traités comme des étrangers après 400 ans, vous direz, d'occupation, mais de présence en Europe? Et également, je fais cette expérience en Roumanie, un de ces États qui veulent entrer dans l'Europe, et nous connaissons très peu de l'Europe. Et je trouve des gens qui ont énormément d'envie de dire voilà qui nous sommes, mais qui sont un peu avec le sentiment qu'ils ont raté le communisme, qu'ils ont raté l'après-communisme, qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils veulent s'expliquer, mais quoi dire? Et j'aimerais que vous, puisque vous avez dans votre cursus la possibilité d'aller à l'étranger pendant un semestre, de faire des biographies des autres gens, c'est-à-dire d'être des ambassadeurs. Nous avons des ambassadeurs qui font la diplomatie, mais je voudrais que tous les jeunes deviennent des ambassadeurs quand ils voyagent et qu'ils s'expliquent individuellement aux autres qu'ils trouvent dans les pays qu'ils visitent et qu'ils les encouragent à faire des autoportraits pour dire ce que veulent dire ces individus, parce que dans chaque pays, il y a autant de minorités qu'il y a des gens. Je dis toujours qu'en France, il y a 60 millions de minorités. Vous êtes tous uniques. Il est impossible de prévoir ce que je trouverai si je vous causerai avec vous. Et c'est pour cette raison que j'aime causer avec vous individuellement, parce que je suis toujours surpris. Et ces rencontres sont toujours, pas seulement surprenantes, mais elles sont pleines d'émotions. Car quand on entre dans le cerveau, dans le cœur de quelqu'un, et on découvre qu'on peut comprendre, qu'on partage quelque chose, c'est un événement important, parce que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et on apprend à le respecter, on change le monde. On établit l'égalité entre deux personnes. Et c'est comme ça que l'égalité se construit, petit à petit. Et chacun de vous peut le faire. Chacun, en donnant à quelqu'un la possibilité de s'expliquer et en l'écoutant. Je vous donne un exemple. J'ai invité à Oxford un ayatollah de l'Iran. C'était le grand théologien, l'idéologue de la révolution iranienne. Il est venu et pendant toute une journée, il a parlé de façon féroce contre la civilisation américaine. Et avec une passion. Et voilà, le Coran dit cela, voilà, je n'accepte pas ce que vous dites, comme ça. Mais à la fin, il est venu vers moi, il a mis son bras sur moi, il a souri, il a dit, je voudrais revenir. Je demandais pourquoi. Il a dit, parce que vous m'avez écouté. Tout le monde veut être écouté. La liberté de la presse ne suffit pas. On a besoin de quelque chose de plus. Et c'est à cette possibilité de donner à chacun ce que j'ai inventé dans cette
dans cette fondation dont Monsieur le Président a mentionné, j'ai inventé un petit passeport qui ressemble exactement à votre passeport, mais toutes les pages sont vides, sauf qu'il y a sur chaque page un mot. Et vous pouvez écrire votre propre passeport. C'est le Muse Passport. Et vous dites ce que vous êtes. Pas ce que le gouvernement dit que vous êtes, que vous avez des cheveux bruns ou vous avez des yeux bleus, c'est sans importance. Il y a chaque mot dans lequel vous dites, sur un tel sujet, l'essentiel de vos idées que vous avez développées dans ces autoportraits, vous pouvez mettre dans cela et vous pouvez donner aux gens. Au lieu de donner une carte de visite, un business card, qui dit en grands mots, voilà, vous êtes en grand mot, ça dit Procter & Gamble, et en petit mot, John Smith. Et vous êtes la propriété de Procter & Gamble. Au lieu de dire ça, dites ce que vous êtes pour permettre des rencontres, des réunions entre les gens qui seront créatifs. Et je crois que le but, aujourd'hui, c'est d'avoir des relations créatives, c'est-à-dire de faire mieux de ce qu'on a fait jadis. Et si vous regardez le monde scientifique, vous verrez que toutes les grandes découvertes de nos jours, dans le quantum physics, dans le ADN, pour donner que deux exemples les plus importants de notre siècle, ils sont le résultat des conversations entre deux individus qui ne savaient pas où ils allaient, qui étaient de disciplines différentes et qui se stimulaient mutuellement pour découvrir enfin quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé. Et j'aimerais que toutes les rencontres que vous allez avoir dans cette école pourraient être de cette intensité. Vous me direz, mais il est plus habituel dans les entreprises d'avoir des meetings, d'avoir des conférences comme ça avec 400 personnes. Peut-être c'est le moyen plus efficace de donner des informations aux autres en réunion comme ça. Je ne le crois pas. Je crois que l'ère de l'époque de meetings, de réunions est terminée. C'est une époque assez courte parce qu'il n'y avait pas de meetings de ce type il y a 200 ans, 300 ans. Jadis, on donnait des ordres et on ne rencontrait pas ses subordonnés. Je crois maintenant on va remplacer the meeting company par the conversation company. Quand on demande aux chefs d'entreprise, aux cadres, que faites-vous pendant la journée? Ils répondent, au moins 50% de la journée est passée en réunion. Combien de ces réunions sont utiles? Difficile à dire, pas beaucoup. Si on se sent très occupé, mais si on élimine toutes ces réunions inutiles, dont on sort souvent ou frustré, ou fâché, ou somnolé, ou avec un désir de tuer le président, si on les remplace avec des conversations une à une, on pourrait avoir des relations plus efficaces en découvrant exactement la position et les soucis et les peurs de l'autre. Et en effet, il y a certaines entreprises aux États-Unis qui commencent déjà, et même en Angleterre, qui commencent déjà à devenir de conversation companies. Eh bien, quand je vous propose de découvrir qui habite le monde, vous me direz impossible, parce que tout le monde va dire des
mensonge. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe aussi. Nous avons développé un système de publicité qui développe un système de, je ne dirais pas de mensonge, mais de suggestion. Et nous sommes arrivés à une étape où ce système a détruit la confiance. Quel est le grand problème des affaires et des gouvernements aujourd'hui? C'est le manque de confiance. La chute de Enron et toutes ces entreprises qui n'ont pas dit la vérité, la chute de la popularité de Blair qui n'a pas dit la vérité ou qui a truqué la vérité, fait qu'on ne veut plus écouter ce qu'on a écouté dans le passé. On ne peut pas croire et on ne peut pas avoir des affaires, des relations avec des gens avec lesquels on n'a pas de relations de confiance. Alors, un des grands défis de notre époque, c'est de construire la confiance. Et je crois qu'on ne le construit pas qu'en se dévoilant à un autre, en étant honnête avec un autre, mais pas par... c'est pas dangereux parce que c'est une nécessité. Si on veut être intime avec quelqu'un d'autre, il faut avoir un échange. Et ce que je vous demande, ce n'est pas d'aller au-delà du respect de la vie privée. La vie privée a deux façades. Ce que vous ne voulez pas dire aux autres, mais c'est aussi votre expérience que seul vous connaissez. Et vous pouvez partager votre expérience avec d'autres pour en tirer des leçons qui sont utiles aux autres. Et l'art de développer un monde qui est plus acceptable, c'est de développer la transparence. Je crois qu'on va demander une transparence beaucoup plus importante des entreprises et des gouvernements dans l'avenir. Nous sommes donc en train de voir comment peut-on développer la transparence en dépit du fait que toute l'histoire est faite de mensonges. Je vous ferai une petite histoire du mensonge. Au début, le mensonge était obligatoire parce que ceux qui étaient au pouvoir ne voulaient entendre que ce qu'ils pensaient eux-mêmes et tous ceux qui voulaient quelque chose d'eux étaient obligés de répéter ce que disait le chef, qui disait le prêtre, et c'était dangereux de dire le contraire. Et la vie de commerce était souvent critiquée parce qu'elle était basée sur, disait-on, sur le mensonge. Voilà, je veux vous vendre quelque chose qui ne vaut pas exactement ce que je demande pour elle. La réforme a accentué le mensonge parce que toutes les religions persécutées étaient obligées de se cacher et donc ils ont inventé une doctrine de dissimulation légitime. Si on était persécuté, il fallait cacher ce qu'on pensait. Et donc, dans le passé, on cachait ce qu'on pensait. C'était la même chose dans le monde islamique. Les chiites, qui étaient persécutés, avaient développé un taqiyya qui était la même idée de dissimulation légitime.
Mais ce qui se développe aujourd'hui, c'est que au lieu de la peur qu'on a envers le gouvernement, la peur que le gouvernement va vous punir si vous dites le contraire de ce qu'il pense, maintenant c'est le gouvernement qui ont peur de nous. Et donc les gouvernements commencent à jouer et développer des mensonges qu'ils imaginent peuvent nous plaire. Aux États-Unis, on disait toujours que George Washington ne pouvait pas mentir, mais depuis, les choses ont changé. Nixon ne pouvait pas dire la vérité. Reagan ne savait pas la différence entre la vérité et le mensonge. Clinton croyait que quand il disait qu'il n'a pas menti, croyait que c'était la vérité. Et je ne dirai rien, puisque de notre ami, le président actuel, qui croit que la France est son ennemi. Mais vous voyez comment le mensonge est devenu le bête noire des populations. On ne croit plus les gens. Et le problème d'aujourd'hui, c'est comment dire la vérité. C'est très difficile. Le grand événement en Angleterre, c'est que, je ne sais pas si ça est venu ici, Dr. Kelly, le spécialiste des armements de destruction massive, s'est suicidé parce qu'il a cru qu'il a menti sous la pression de ses supérieurs. Il y a quelques années, un amiral américain s'est suicidé parce qu'il a porté une décoration auquel il n'avait pas droit et il ne pouvait pas vivre avec cette tâche de mensonge. Est-ce qu'on peut imaginer que la vérité, après toute cette histoire de mensonge où les gens ont peur parce que le mensonge est nourri de peur, est-ce qu'on peut croire qu'on peut changer cela? Eh bien, j'aimerais vos réactions. Je crois en effet que la vérité qui s'est introduite dans la vie privée, je ne dis pas complètement, mais qui est devenue essentielle dans la vie privée, va s'épanouir dans les autres, deviendrait une exigence. Et quelqu'un qui détient le pouvoir, qui n'est pas honnête, serait de plus en plus sujet à critique plutôt qu'admiration. Machiavelli a dit qu'il ne disait jamais la vérité, qu'il ne fallait pas dire la vérité. Et si par hasard il disait la vérité, il le cachait avec tant de mensonges que personne ne peut l'apercevoir. Je crois que cette époque est révolue. Et voilà comment je viens causer avec vous. Vous êtes dans une école de commerce et le commerce a changé complètement de la même façon. Jadis, le commerce voulait dire l'échange de produits. Mais si vous regardez de plus près, vous voyez que le commerce veut dire aussi les relations de société, la capacité de connaître les autres. Et je crois que maintenant que notre monde occidental a passé du stade industriel, agricole, pour devenir un monde plutôt de services, les relations entre les gens deviennent l'essentiel du commerce. Et peut-être c'est maintenant les gens qui font le commerce et les affaires qui deviennent la source de ce nouveau attitude envers l'art de vivre. Jadis, les commerçants
étaient en marge de société. Platon et saint Thomas Aquin ont insisté qu'on ne pouvait pas être un homme parfait si on était commerçant. Et je crois que le changement est venu quand, en premier lieu, les commerçants sont devenus les alliés des intellectuels en attaquant le pouvoir despotique, mais de nos jours où ils sont devenus les catalyseurs de la société. Et on a découvert qu'au lieu d'utiliser le commerce comme un moyen de s'enrichir, pour ensuite devenir un rentier ou devenir un seigneur de la campagne, être dans les affaires, c'est être le catalyseur qui met les gens ensemble et développe leur capacité de faire ce qu'ils n'ont pas fait jadis. Et les couches sociales que jadis on imaginait étaient la source d'originalité ne le sont plus. C'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse de plus en plus dans le travail, parce que là, je trouve l'endroit où il y a la possibilité de changer l'attitude des gens l'un vers l'autre. Et j'espère que vous, en venant ici, vous aurez conscience que vous avez la possibilité, pas seulement d'apprendre les techniques, les méthodes et les connaissances qui sont nécessaires pour réussir dans une activité commerciale ou industrielle ou gouvernementale, mais que vous pouvez changer des attitudes et des rapports qui, sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle et aussi sur la vie interculturelle. Je fais le contraste entre ceux, par exemple, qui étudient la littérature. C'est très agréable d'étudier la littérature, mais ça ne suffit pas parce que il n'y a pas un projet qui sort de là à part le désir d'écrire. Mais quoi dire? On ne vous enseigne pas que dire. Je ne sais pas si on peut vous enseigner, mais on peut vous mettre dans une possibilité d'avoir des relations qui vont vous surprendre sur vous-même. C'est pour cela que je vous invite à participer dans cette expérience qui est nouvelle, qui peut, si elle se développe, vous pouvez envisager avoir la possibilité de connaître tous les habitants d'un pays sur les nouvelles méthodes technologiques. Vous pouvez découvrir avec qui vous pouvez avoir des relations utiles. Il y a beaucoup à construire là, mais l'isolement dans ce plein tant de gens dans le monde actuel n'est pas nécessaire, c'est un manque d'imagination. On peut en sortir. Et avant tout, on peut dire, voilà, nous participons dans un mouvement qui donne à tout le monde la possibilité de sortir de l'isolement, de la manque d'appréciation, la manque de connaissances dont tout le monde souffre. Mon but, c'est de découvrir parmi vous ceux qui veulent jouer ce jeu. Certains diront nous devons passer nos examens, etc.
Mais j'espère qu'ayant fait vos autoportraits, vous allez faire les portraits des anciens élèves de cette école et découvrir quelles sont leurs frustrations et aussi leurs conclusions sur la vie active, afin que vous ne soyez pas seulement des gens qu'on met dans la rue pour travailler, mais que vous pouvez construire un nouveau idéal, pas seulement dans le travail, mais un nouveau idéal humain. Toute mon œuvre a été de découvrir qu'est-ce que c'est un être humain. Et ma conclusion, c'est que l'être humain a changé énormément. Nous aimons aujourd'hui tout à fait différemment la majorité des gens de la façon d'aimer dans d'autres époques. Nous nous conduisons, nous avons des curiosités tout à fait différentes du passé. Dans le passé, on disait aux femmes, il ne faut pas avoir de curiosité. On disait aux paysans, on disait aux ouvriers, ne vous intéressez, n'étudiez pas le latin. On a réprimé la curiosité encore plus que le sexe. Et maintenant, nous pouvons voir que nous sommes dans une situation tout à fait inédite. Nous connaissons toutes les autres civilisations, plus ou moins. Nous pouvons tirer des conséquences, des idées, des leçons des autres civilisations. Nous pouvons tirer des leçons des expériences de tous les autres êtres humains. Et de cela, nous pouvons fabriquer quelque chose qui nous convient mieux et qui permette aux individus, aux hommes et aux femmes de collaborer de façon nouvelle. Bien sûr, je n'attends pas une utopie. Je crois que nous allons faire beaucoup des erreurs. Sans doute, nous allons nous casser la figure, c'est sûr. Mais ça, ce n'est pas important. Les scientifiques ne se disent pas « nous n'allons pas réussir avec notre expérience ». Ils disent « voilà, on va essayer et chaque fois que ça ne marche pas, on va apprendre et faire un peu mieux la prochaine fois ». Et c'est cette recherche exaltante d'avoir un but qui est intéressant, de connaître les autres. Je crois que quand vous demandez aux gens dans le travail quel est le désir, quelle est la qualité du travail qui vous plaît le plus, ils vous répondraient la rencontre des autres, le travail avec les autres, des gens intéressants, avoir des collègues intéressants, des clients intéressants. Et cette idée, c'est comment découvrir, comment intensifier cette découverte des autres. Voilà ce côté humain que je vous propose comme un côté de vos études. Et si vous voulez collaborer avec moi, je serai très heureux de collaborer avec vous. Je vous remercie maintenant. Je vous demanderai de faire ce que vous n'êtes pas habitué à faire dans une grande salle comme ça, de me poser des questions. Je voulais simplement vous demander, en fait, vous placez le bonheur dans la relation égalitaire, ou du moins dans l'intimité, et même vous la posez comme un défi. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que la relation maître-esclave, que en quelque sorte vous condamnez à travers le roi,
celui qui domine dans l'entreprise, par exemple, n'est-elle pas l'origine en fait de la constitution de la personnalité, et c'est donc elle qui donnerait quelque chose à dire? Donc en fait, ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que paradoxalement, la relation maître-esclave et de domination est indissociable de la relation égalitaire que vous proposez? La relation maître-esclave était l'origine, le quoi? La constitution de la personnalité, quand même. Et c'est elle qui donne quelque chose à dire dans cette relation de conversation que vous voulez. Je ne comprends pas votre question. Ah oui. Ben, en fait, à mon avis, on se forme, enfin, on forme notre personnalité à travers la relation maître-disciple, maître-esclave, entre autres. Maître-disciple, maître-esclave, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Mais un peu des deux. Et en fait, je voulais... Donc, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'elle est indissociable de cette relation de confidence et de conversation, vu qu'elle, quand même, elle apporte quelque chose à la personnalité? Donc, pourquoi vous la condamneriez? Ah oui, je comprends. Oui, oui. Merci. La relation maître-esclave est très intéressante parce que ce n'était jamais une relation aussi simple. Les esclaves, très souvent, se moquaient du maître et ont développé un système de résistance. Et entre eux-mêmes, développaient un système qui leur permettait de tenir contre les abus. Mais aussi, on était souvent content d'être esclave parce que on était assuré de nourriture, on n'avait pas besoin de penser à trouver son pain et tout cela. Et dans certains pays, des gens qui ont des esclaves qui ont échappé se sont revenus et devenus esclaves volontaires. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons plein d'esclaves encore. Des gens qui préfèrent ne pas penser pour eux-mêmes. C'est ça, c'est un esclave. On est la propriété d'un autre. Et je dirais qu'en Grande-Bretagne, le pourcentage des esclaves est de 33%. Pourquoi? Parce que c'est ce nombre qui ont dit qu'ils préfèrent ne pas penser et de faire ce qu'on leur dit de faire. Alors, l'esclavage peut être l'exploitation, mais c'est des gens qui, quelquefois, acceptent d'être exploités. Ce n'est pas facile d'éliminer l'esclavage. Et quand j'ai dit que nous sommes, pour la majorité aujourd'hui, des esclaves à temps partiel, c'est-à-dire nous subissons des contraintes auxquelles que nous n'avons pas acceptées, mais que nous subissons quand même. Voulez-vous être esclave? Ça, c'est une question sur laquelle j'espère que vous allez réfléchir et vous me direz s'il y a des parties de votre vie dans lesquelles vous acceptez d'être esclave. Et la raison pour laquelle ça continue, c'est parce que les gens ont peur de la difficulté de faire tous eux-mêmes. Ensuite, si je parle de la relation maître-disciple, les disciples sont souvent décevants. Souvent, le maître cherche à transmettre des idées. Les disciples changent. Et le maître est très souvent pas en accord avec ses disciples. Il y a certainement des cas où une idée est reproduite, mais vous voyez dans toute l'histoire comment des idées sont changées par les disciples qui ont une volonté indépendante. Je dis tout cela pour montrer que cette opposition que vous faites entre la conversation et la relation plus antique de maître-esclave, maître-disciple, n'est pas une contradiction parfaite. Il y avait toujours une dynamique dans ces relations. Et
il y a quelques fois, on a eu des esclaves tout à fait extraordinaires qui ont écrit des autobiographies absolument bouleversantes pour montrer qu'ils vivaient encore derrière le masque d'esclaves et qu'ils se moquaient du monde. Et nous tous qui sommes obligés de suivre les lois, les règlements, les oukases, toutes des lois que souvent nous croyons bêtes, nous gardons un peu d'indépendance quand même. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais je ne crois pas que la conversation est toujours inexistante dans les autres formes que vous avez soulevées. J'aimerais vous poser une question à partir de ce que vous avez appelé au début de votre entretien la famine d'appréciation. Et en opposant ce qu'on peut vivre par exemple en France, où on répugne toujours à donner des strokes positifs, et particulièrement dans l'enseignement. Les élèves se plaignent souvent qu'on ne sait pas les complimenter, mais qu'en revanche, on sait très bien les critiquer. Et en opposition avec ce que j'ai pu constater, par exemple, dans les écoles américaines, où le self-esteem a une énorme importance, loin devant l'appréciation des performances académiques. Alors, à la lumière de cette opposition, qu'est-ce que vous diriez de plus sur cette famine d'appréciation? Donc, comment faire pour qu'on ne soit pas affamé, justement, et à quoi, selon vous, peuvent servir ces appréciations? Qu'est-ce qu'elles construisent chez l'homme? Voilà, ma question tourne autour de cela. Je vous réponds que je crois que la relation doit être plus réciproque. C'est-à-dire que si je vous dis, voilà, vous avez posé une question parfaite, avec une lucidité remarquable, etc., ce serait bien que ce soit une discussion entre nous plutôt qu'une seulement une riposte de moi. Et dans le système américain où on demande toujours une espèce de pluie de récompenses et de médailles, ce qui n'est pas seulement américain, mais c'est le système. Le manque dans ce système de réussite, c'est que la majorité des gens ne réussissent pas. L'American Dream, c'est très bien, mais la majorité n'arrive pas. Et cette idée de succès, qu'on enseigne, réussite, n'est-ce pas, il y a un magazine en France, Réussite, non? Réussir. C'est une idée païenne qui vient de la Rome ancienne, où vous voyez l'origine de cette idée. Au début, il n'y avait pas de réussite. C'était les dieux qui décidaient qui allait bien et qui allait mal. C'était la fortune, fatum, le destin. Et vous n'avez rien à faire avec cela. C'était bon ou méchant, c'est les dieux qui décidaient. Et ensuite, les Romains ont développé cette idée qu'on pouvait corrompre les dieux et qu'on pouvait leur donner de petits cadeaux et en retour, ils vous aideront. Et votre réussite n'aura pas de relation avec votre conduite morale, mais seulement avec les sacrifices que vous faites envers les dieux. Et tout notre système de réussite américaine est maintenant fait de sacrifices, c'est-à-dire je vous donne tout mon temps et vous me faites vice-président. N'est-ce pas? Même si je sacrifie ma vie de famille, je sacrifie tout et j'ai réussi. Donc on doit réfléchir sur cette idée de réussite. Est-ce qu'on veut vraiment cette réussite qui exclut la qualité, la morale
Et est-ce qu'on veut avoir une idée plus large de l'idée de récompense? Et je crois que ça ne suffit pas que je vous donne des compliments. Je crois que j'ai besoin également de réactions de vous. Et ça devient donc plus que des échanges de compliments, plus que l'ancienne politesse qui cachait les inégalités, qui cachait les pensées. Ça devient plutôt une recherche une recherche de solution à ce qu'on doit faire, une réflexion sur l'objet de la vie. Est-ce que ça suffit de faire ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a bien choisi d'aller plus loin? Avec le système de notes, je dois dire que je suis très fier d'une seule chose. Ayant passé ma vie à l'université d'Oxford, j'ai réussi à ne jamais donner des notes dans des examens. Je me trouve incapable de dire à quelqu'un, parce que nous avons un système à la fin de nos études, on met les gens dans 3 classes, première classe, deuxième classe, troisième classe. Et je ne peux pas dire à quelqu'un, à la fin des études, vous êtes un homme de 3e classe. Et donc, par des astuces très remarquables, j'ai évité de faire ça. Professeur, si je comprends bien que dans la famille et au travers de ses amis ou dans les associations, la confiance, le dialogue et finalement conduisent au respect et sûrement au bonheur. Je me demande si, quand vous parliez du passage de la meeting company à la conversation company, il n'y a pas un risque dans l'entreprise, en établissant de telles relations où on livre son intimité, de subordonner l'intimité et le bonheur à un souci d'efficience économique. Donc ma question est la suivante, comment dans l'entreprise peut-on éviter finalement cette subordination à un but mercantile ou à une efficience économique? Oui, c'est une question importante. Mais ce que vous dites prend comme point de départ l'idée qu'une entreprise est un endroit où l'intimité et l'amitié sont quelque chose qui ne sont pas en première ligne et que l'efficacité, les résultats financiers sont le but le plus important. Et en effet, les entreprises ont été construites comme ça. Et jusqu'à présent, on note les entreprises par le résultat financier. Mais on découvre, et je crois que quelques professeurs de cette école l'ont montré de façon très intéressante, que le résultat d'une relation économique se calcule pas seulement en résultat financier, mais aussi en résultat de relations qu'on établit. Je vous vends quelque chose. Si je n'établis pas une relation avec vous, c'est une vente qui ne va pas se reproduire. Et d'ailleurs, je ne saurais pas exactement si ce que je vous vends vous donne pleine satisfaction, qu'est-ce que je dois produire de plus également. Et je crois que la faute, c'est la comptabilité. La comptabilité n'est capable de chiffrer que les chiffres. Et on ne sait pas comment comptabiliser les relations qu'on établit avec toute cette émotion qui rend les gens capables de travailler ensemble et d'avoir des relations avec leurs clients qui sont
de confiance et de pérennité. Et ça, c'est un des défis auxquels nous devons trouver une solution dans les années à venir. Et si vous acceptez ça, cette idée que les amitiés peuvent nuire à l'efficacité, et puisque vous êtes mon ami, je ne peux pas vous dire la même chose que si vous ne l'étiez pas, si je suis votre supérieur par exemple. Je crois que nos idées sur les relations personnelles que nous souhaitons avoir vont entrer dans l'entreprise et nous devrons inventer de nouvelles formes d'entreprise. La corporation qui existe aujourd'hui n'a qu'un siècle d'existence. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui existe depuis toujours, ça peut changer. Et maintenant, ce qui va le changer, c'est la pression de l'opinion publique, la pression pour l'honnêteté, la transparence et la responsabilité sociale. Cette responsabilité sociale aujourd'hui s'étend plutôt sur l'environnement, quelques questions d'équilibre, famille, entreprise et tout cela. Mais c'est assez limité. Et je crois que dans l'avenir, on va inventer, on serait obligé d'inventer, parce que la pression de l'opinion serait tellement forte qu'on va inventer des entreprises qui seront entre une entreprise qui fait des bénéfices et une entreprise sans bénéfices. On va joindre les deux, c'est-à-dire une entreprise doit faire des choses pour le bien public qui soient très évidents et qui établit des relations que tout le monde peut accepter. Et donc, ça ne suffit pas de faire de la publicité en disant « nous sommes les meilleurs » et tout cela. Les gens ne vont pas vous croire. Et je crois que l'industrie de la publicité va être révolutionnée. Actuellement, elle ne fait que subventionner les médias avec des demi-mensonges et avec de l'humour, avec de psychologie subtile et tout cela. Mais pourquoi subventionner les médias? Pourquoi ne pas avoir de relations plus personnelles avec les individus, puisque la technologie le permet? Et pourquoi ne pas lier les souhaits des gens qui sont de l'ordre privé et de l'ordre public? Alors, ces publicités pour les voitures, les automobiles, par exemple, qui montrent toujours la même chose, avec une belle femme qui entre en voiture, qui est bien conduite par un bel homme. C'est sans intelligence. Et ça ne dit rien. Mais une relation personnelle avec chaque client peut faire beaucoup plus. Et comment établir ça? Ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est qu'est-ce qu'on doit inventer. Je voulais juste revenir sur la question que vous avez développée tout à l'heure, l'esclavage, et vous poser la question suivante qui est, est-ce que le travail salarié n'est pas un nouveau stade de l'esclavage tel que vous l'avez défini, dans la mesure où en tant que salarié, je me dépossède de mon temps et de ma vie, avec le simple prétexte que l'employeur va assurer ma subsistance. Donc je me dépossède de toute jouissance des possibilités de l'existence, juste parce que je sais que j'aurai du pain à manger demain. Et ma réponse, c'est que ça dépend de la qualité du travail. Si je vous embauche pour faire un travail rébutant qui vous rend stupide et qui ne vous aide pas à devenir meilleur,
en effet, je vous exploite et nos relations sont purement mercantiles et je vous endommage et c'est difficile à défendre. Mais si j'essaie de développer un travail qui développe vos talents, qui ouvre vos horizons, qui vous permettent de rencontrer des gens qui vont stimuler votre imagination, eh bien, c'est différent. Et on ne doit pas mélanger les deux. Et donc, au lieu de dire salariat ou non, on doit dire quelle serait la qualité du travail dans l'avenir. Est-on capable d'inventer de travail qui n'abrutit pas les gens? Ce n'est pas facile, mais on peut dire à la technologie, voilà ce dont nous avons besoin vraiment. On n'a pas besoin de tous ces gadgets qui nous amusent, mais qu'on jette assez vite. Mais on a besoin de gadgets qui permettent aux gens de se livrer aux activités qui le rendent meilleur. Et le travail, le destin du travail dans ce siècle à venir, c'est d'abolir le travail. Le travail veut dire travail en anglais. Travail veut dire fardeau, peine. Travail disait peine. C'est désagréable. On ne doit pas avoir un travail désagréable. Le travail et l'éducation doivent être jointes. Et moi, je ne travaille pas parce que tout ce que je fais, sauf mes relations avec les bureaucrates, sont tout à fait agréables. Et je n'aime pas remplir les fiches et j'aimerais qu'on abolisse tout cela. Mais je ne travaille pas parce que je suis passionné par ce que je fais. Et le fait que quelqu'un me paye peut me permettre d'exister, mais ce n'est pas l'essentiel. Tandis que ce que nous faisons a déjà changé. Les gens dans les pays occidentaux ont renoncé souvent à travailler la terre, à renoncer à travailler dans les usines et préfèrent travailler dans les bureaux et dans les magasins. Et là même, on a introduit des nouveaux systèmes qui les rendent un peu esclaves aussi. Comment vous nommez le call centers? Qu'est-ce que c'est un call center en français? Call center. Eh bien, ça c'est l'usine qui revient. Voilà ma réponse. Bonjour. Vous dites que la conversation et la relation dans l'intimité entre deux personnes est le médium le plus efficace pour une communication qui permette un accès à l'intériorité de l'autre et une communication de qualité. Mais dans ce cas, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous expliquez quels sont les mécanismes, à votre avis, qui aboutissent à une incompréhension entre deux personnes radicale et à un conflit qui soit non pas fructueux, mais stérile. Parce que je me demande, c'est comment on peut arriver à ça, même dans l'intimité, dans la relation à la fois familiale et à la relation tout simplement d'une personne à une autre. Oui, c'est une très bonne question, puisque les relations en particulier entre les hommes et les femmes, même s'ils ont le but de créer de sympathie, souvent se terminent avec le contraire. Et pourquoi ça se fait? Je crois que on entre dans une conversation avec des habitudes et d'une rigidité de pensée. Et on se croit lésé si son opinion est contredite par l'autre. Et on se croit amoindri. Une conversation telle que je la conçois est un échange où
on entre dans la peau de l'autre et on essaye de sentir ce que l'autre sent. Pas avec succès, c'est très difficile, mais on essaye. Et on devient un être humain plus complet, plus on est capable d'entrer dans la position des autres. Et c'est pour cela que je propose cette idée d'avoir des conversations intimes avec beaucoup de gens pour découvrir qu'est-ce que c'est un être humain, pourquoi chacun est unique, pourquoi chacun qui est unique pense de façon différente, comment il pense de façon différente. Et ce n'est pas un amoindrissement de moi-même que je suis différent, mais je suis capable d'absorber un peu de tout cela. Et la réponse, donc, c'est comment éviter cette peur qu'on a de s'amoindrir. Et le moyen, c'est qu'on donne à l'autre, on essaye de donner à l'autre une idée qu'on s'intéresse à lui, on s'intéresse à ses idées. Quelquefois, ça peut marcher, quelquefois, la rigidité est trop grande, la peur est trop grande. Je vous raconte une histoire personnelle. Quand j'étais tout jeune, j'avais une amie qui n'acceptait jamais qu'une discussion entre nous se termine sans qu'elle prouve qu'elle a raison. Et donc les discussions s'entraînaient un peu long. Eh bien, elle avait besoin d'être rassurée que son opinion était aussi valable que le mien. Le problème, c'est comment réduire la peur quand les gens, tous les gens n'ont pas seulement le désir d'être appréciés, mais le sentiment qu'ils ne méritent pas d'être appréciés. Et également, je me souviens d'une grande dame qui m'a dit « J'ai toujours peur qu'on découvre que je ne suis pas aussi bien qu'on imagine. » Elle a réussi. Le mot, je ne sais pas comment on traduire en français, elle dit « They discover that I'm a fraud. » Je suis, comment, a fraud, fraudulent, oui. Et personne n'est aussi merveilleux que les autres pensent. C'est très difficile, mais c'est intéressant quand on aide quelqu'un, alors il peut ressentir que l'autre peut l'aider. Merci de cette question. Monsieur le professeur, vous nous avez parlé du bonheur. Le bonheur n'existe, enfin l'idée du bonheur n'existe en France que depuis 200 ans. Depuis que, à la tribune de l'Assemblée nationale, Saint-Just exclamait « Le bonheur aujourd'hui est une idée neuve en Europe ». Vous aimez les aperçus historiques? Alors faisons-en un, si vous le voulez bien. Il y a 2000 ans, le bonheur, c'était d'appartenir au monde civilisé, de ne pas être au-delà du Limès avec les barbares. Il y a 1000 ans, le bonheur, c'était d'avoir quelques arpents de terre, une femme, et d'espérer avoir des enfants. Il y a 200 ans, le bonheur, c'est d'être libre, de pouvoir décider de soi-même. Et aujourd'hui, monsieur le professeur, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que l'idée du bonheur dont vous nous avez parlé, que vous n'avez pas défini? Oui, en effet, j'ai écrit un livre de bonheur, ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai décidé que je n'étais pas en faveur du bonheur. Parce que, comme je vous ai dit, je ne crois pas qu'on peut être heureux quand les autres sont malheureux. Et puisqu'il y a tant de malheurs dans le monde, on ne peut pas se dire satisfait. J'ai peur d'être autosatisfait. Comme vous dites, tous ces besoins que l'homme a, quand ils sont satisfaits, on peut dire, voilà, je suis heureux, j'ai tout ce qu'un homme peut espérer, mais tous les autres hommes ne l'ont pas. Le bonheur, pour moi, donc, doit être traduit et en disant,
Comment peut-on être utile aux autres? C'est extrêmement difficile parce que les autres souvent ne veulent pas être aidés. Ils se sentent amoindris quand on cherche de les aider, ou ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ou vous ne savez pas ce que peut leur être utile. Mais je crois que la plus grande satisfaction partagée peut venir d'une aide mutuelle. Et c'est pour cela que je parle beaucoup de réciprocité. Aider les autres, c'est un peu dangereux s'ils ne vous aident pas en retour. Quand on essaie d'aider les pays pauvres, souvent ils trouvent que c'est une ingérence dans leur capacité de faire leur propre vie. Et on n'essaye pas suffisamment de leur demander qu'est-ce que vous avez à nous apprendre. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce travail d'autoportrait que je développe. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de ces pays qui sont quémandeurs d'entrée dans l'Union européenne? Ce n'est pas seulement leur donner des subventions et tout cela. Le bonheur, c'est donc d'entrer. Je ne sais pas si je veux utiliser ce mot, mais enfin, ce que j'essaie de développer pour moi-même, c'est d'établir une relation avec d'autres qui est mutuellement enrichissante et qui n'est jamais complète. Il y a plusieurs variétés de bonheur actuellement. Le bonheur qui est autosatisfaction et contentement, c'est-à-dire un bonheur assez plat et sans grande excitation. Il y a les bonheurs qui sont des moments de bonheur, mais qui nous laissent rentrer dans la vie ordinaire assez rapidement. Et il y a l'extase qui est quelquefois religieux, qui est quelquefois produit par les drogues, quelquefois un moment d'invention, et qui sont des moments très forts, mais qui sont que des moments, comme des étincelles. Le bonheur que vous décrivez est un bonheur assez calme, un peu bourgeois. Vous avez parlé de la transparence, à la fois dans l'entreprise et dans la communication entre les gens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à idéaliser la transparence en tant que tout n'est peut-être pas bon à dire ni à savoir dans une entreprise ou même entre les gens en général, et en tant que cela peut entraîner une frustration dans la mesure où l'entente entre les hommes, l'harmonie complète est certainement impossible. Vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de risques dans la transparence. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiant du risque. Les affaires sont le risque. Il n'y a pas de solution prévisible, garantie. Et sans risque, on n'obtient rien de nouveau. Bien sûr, on prend des risques. Bien sûr, dans le système actuel, si on dit au patron qu'il est un imbécile, on prend un grand risque. Mais peut-être il est utile que le patron le sache. Et si c'est un bon patron, il aimerait, vraiment, il aimerait que les gens lui disent la vérité. Quand j'embauche une assistante, je lui dis toujours, ou une aide, ou un chercheur, ou je ne sais pas quoi, je dis toujours, dites-moi toujours la vérité, je ne veux rien entendre d'autre. Et c'est très difficile pour eux, mais c'est la seule chose que je veux entendre. Et seuls ont peur de la vérité ceux qui ont peur de se découvrir qu'ils ne sont pas parfaits.
Je reviens donc à cette grande question qui est fondamentale. Les gens ont peur. Ils ont peur tout le temps. Ils changent des peurs, mais la peur est presque inévitable. Et la grande bataille, c'est pour diminuer la peur. Notre bataille, c'est de voir que comment peut-on aller au-delà de la peur? Moi, je dirais qu'on va au-delà de la peur quand on est tellement passionné par un travail, par un souci, par un intérêt quelconque, qu'on oublie la peur pour le momentanément. La peur va revenir, mais j'aime oublier la peur. Et ça, c'est ça qui se passe dans des moments très dangereux. Si j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, c'est que j'étais insouciant, j'ai oublié que c'était stupide de le faire, qu'il ne faut pas le faire, que le résultat n'est pas garanti. Mais je suis heureux d'avoir essayé. Donc, je crois qu'on doit mutuellement se fortifier pour écouter ce qu'on ne veut pas entendre. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui souhaitent, par exemple, qui téléphonent à des radios pour passer à l'antenne, qui souhaitent faire éditer des livres autobiographiques. Donc il y a beaucoup de gens qui ont envie de se faire entendre, mais finalement, peu de gens ont envie de les écouter. Donc est-ce que le but de la communication que vous nous présentez n'est-il pas un peu égoïste? Dans la mesure où on parle pour se faire entendre et non, je vous ne conseille pas de parler comme les gens à la radio qui ont envie de parler d'eux-mêmes. On ne parle pas de soi-même dans une conversation. On échange des idées. Et vous verrez dans ces questions qu'on va distribuer, je vous demande par exemple comment vous faites des amitiés, comment vous perdez vos amis. Vous pouvez répondre en parlant de vous-même, voilà, j'ai une telle amie et ça s'est mal marché, et tout cela. Mais ce n'est pas ça que je souhaite, c'est de découvrir quelles leçons vous avez tirées de cela. Comment peut-on être plus capable de créer des amitiés avec des gens qui sont différents et qui sont toujours surprenants. Et l'égoïsme, ce n'est pas compatible avec une conversation réciproque, parce que je m'intéresse à ce que vous dites, mais je vous incite à dire ce que vous dites en vous suggérant des idées que peut-être vous n'avez pas eues. Et donc j'entre chez vous et vous entrez chez moi, et c'est une synthèse qui sort de cela. Et je serai incapable d'avoir les idées que je vais exprimer si je n'ai pas eu votre aide. Et c'est pour cela que je crois qu'une conversation réussie est celle d'où on sort un peu changé. Comme je vous dis, on introduit en soi-même une partie de ce que l'être humain possède et de façon très différente. C'est un accroissement. C'est pas une... Voilà, j'étais à la gare de Waterloo hier pour venir ici. Un monsieur vient vers moi et me dit « Ah, monsieur, je vous connais. Ah, je vous ai vu peut-être à la télévision. Hein. OK, bonjour. » Je s'assois et il me raconte sa vie. Et il m'explique exactement ce qu'il fait. Il ne m'a pas posé une seule question sur moi-même pendant 10 minutes. Ensuite, il est allé. Il a eu beaucoup de plaisir à parler de soi-même, mais c'était assez intéressant.
je crois que donc, quand je vous propose de causer avec les gens, je crois qu'il n'y a jamais de difficulté à les entendre. Parce qu'ils veulent, c'est un homme qui, également, il m'a dit, il était archéologue de la mer. Il était plongeur et il trouvait des trésors des anciens navires. Et c'était intéressant de l'entendre, mais il a dit que les autres l'ont trahi et pris ses idées et maintenant ils sont célèbres et pas lui. Eh bien, c'est-à-dire, il avait besoin de dire, voilà, est-ce que vous pouvez m'apprécier parce que moi j'ai fait tous ces plans, j'ai découvert tous ces navires et personne ne le connaît, sauf les grands messieurs qui maintenant m'évitent. Non, je ne crois pas que, voilà, c'est un homme qui n'a pas appris que l'idée de l'échange. Non, j'espère que je vous ai convaincu. Donc, je disais... Mettez-le très près. Oui. Je restais encore assez sceptique sur la capacité à créer finalement une nouvelle sorte d'entreprise. On pourrait établir une conversation entre les gens pour avoir un travail, une conversation enrichissante et plaisante, surtout avoir plaisir à converser et à travailler ensemble. Parce qu'en fait, lorsque on a effectivement un des plus grands bonheurs de la vie, c'est effectivement avoir plaisir à partager des choses avec des amis, des débats, des échanges d'idées. Mais lorsqu'on le fait avec des amis, c'est avec des gens qui sont égaux, c'est-à-dire qu'on les choisit et on n'a pas de jugement de la part de nos amis. Et dans une entreprise où il y a tout un système de hiérarchie, où finalement on parle de supérieurs, les supérieurs se sentent forcément supérieurs et les autres inférieurs. Donc comment peut-on établir finalement une relation enrichissante avec ce jugement? Les gens sont jugés, notés pour pouvoir progresser. Et la hiérarchie, est-ce que ça n'empêche pas ça n'empêcherait pas de créer comme ça une entreprise? Vous avez tout à fait raison. Dans le système actuel, c'est très difficile. Mais les dirigeants actuels comprennent que le système actuel ne fonctionne pas bien et que toutes ces qualités que possèdent leurs subordonnés sont perdues parce qu'ils ne se montrent pas à cause de la peur de dire des choses qu'on ne veut pas dire, à cause de danger. Et pour être plus efficace, une entreprise doit donc se développer et le dirigeant n'est plus aujourd'hui le grand maître qui donne des ordres, on ne doit pas être le grand maître qui donne les ordres, ni seulement celui qui établit le consensus, mais celui qui peut développer des conversations entre ses collègues qui donneraient des résultats qu'on ne peut pas prévoir. Et ça veut dire que l'idée même d'entreprise va être changée, doit être changée, va être en train d'être changée. Et nous allons développer quelque chose de différent parce que nous sommes des gens différents. Nous ne sommes plus ceux qui étaient nos ancêtres, qui acceptaient de suivre les ordres. Nous sommes éduqués, nous avons des idées et nous avons des émotions que nous voulons cultiver. Et donc, nous demandons que l'entreprise devienne ce que nous voulons être. Et l'entreprise le fera graduellement, et c'est à nous, c'est à vous de le faire, de construire de nouveaux types d'entreprises. Et ça, c'est le grand défi. Ça, c'est l'intérêt, pas de trouver une possibilité d'entrer dans une grande entreprise et ensuite de se plaindre que personne ne vous écoute. Et le dot-com mouvement a été une première étape quand les jeunes ont décidé qu'ils voulaient établir leur propre entreprise avec des amis et travailler ensemble. Et ça n'a pas marché parfaitement, mais ça donne un signe de ce que veulent les gens. Et comme je vous dis, vos 3 années de cours
doivent, à mon avis, être dirigés vers l'invention de nouvelles formes de relations, pas seulement avec le collègue, mais avec les clients et avec les autres partenaires. Et ça, c'est la partie de l'invention qu'on vous demande. Ça, c'est le côté merveilleux de ce que vous faites. Ça, c'est le commerce dans son étape le plus haut. Comment rendre le commerce des gens plus enrichissant pour tout le monde, enrichissant non seulement en argent, mais en tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Bonjour professeur, bonjour à tous. Je m'appelle Mehdi, CIAM 2e année. J'aimerais beaucoup savoir, et je trouverais très intéressant, de vous entendre répondre au sujet de votre présentation. Combien de personnes vous comprennent et vous apprécient, et savoir dans quelle proportion les réponses sont liées à l'affectif ou plutôt au côté amical des relations. C'est-à-dire, est-ce que les réponses sont plus souvent la personne qui me comprend le plus et qui m'apprécie, c'est plutôt ma femme, ou plutôt, je ne sais pas, ma mère ou un collègue. Savoir dans quelle proportion les réponses sont-elles affectives ou non. Une fois, j'ai fait une conférence, il y avait à peu près 2000 personnes, et j'ai mis des urnes à la sortie, et je demandais aux gens d'écrire sur de petits morceaux de papier, que voulez-vous que les gens sachent de vous? Et la réponse a été, énormément de gens ont répondu, personne ne me comprend. Je ne suis pas aussi méchant qu'on croit. C'est-à-dire, je crois que il y a énormément de désir de faire du bien, mais c'est pas facile. Et souvent, ça produit une réaction contraire. Si vous me demandez je n'ai pas de statistiques à vous offrir. Est-ce que c'est les époux qui ne se comprennent pas plus souvent que les enfants ou que Je crois que ce manque de compréhension se trouve partout. Si je me réfère à ces autoportraits que les étudiants et les anciens élèves d'Oxford ont fait, je dirais que je le trouve dans tous les coins de l'activité humaine, dans tous les rapports. Il n'y a pas un endroit privilégié où on se sent bien compris. Et les rapports entre les collègues, monsieur, dans cette école, on me dit que les relations entre les professeurs sont merveilleuses, mais chez nous, ce n'est pas malheureusement le cas. Et les professeurs ne s'entendent pas parfaitement et ne se connaissent pas bien. J'ai causé tout récemment avec un professeur qui était devenu président d'un collège et il se plaignait que quand il a été élu président, personne n'a compris pourquoi. Monsieur le professeur, je voudrais vous remercier au nom de tous les élèves et professeurs d'HEC ici présents, ainsi qu'au nom de nos invités, pour la pertinence et la profondeur des propos que vous avez tenus aujourd'hui, avec une gratitude toute particulière pour l'avoir fait en français. L'expression qui me vient est anglaise, « provocative thoughts ». Difficile à traduire en français, mais avec quand même ce zeste de provocation qui effectivement stimule la réflexion. Je voudrais aussi vous remercier pour la façon magistrale dont vous développez depuis plusieurs années des causes qui nous sont chères et qui nous inspirent, celle de la multiculturalité et de la tolérance, qui supposent et à la fois conduisent
à la compréhension intime de l'autre et au rapprochement entre les hommes, celle plus vaste encore de l'humanisme, qui, plus que jamais, doit faire partie de tout projet éducatif et, si possible, doit inspirer l'évolution des relations dans l'entreprise et entre les nations. Pour tout cela, soyez chaleureusement remerciés. Et je crois que le moment est maintenant venu de vous honorer en vous remettant le diplôme de professeur honoris causa du groupe HEC. Monsieur le professeur, au nom des professeurs d'HEC et au nom d'HEC en son ensemble, nous vous faisons professeur honoris causa. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'expérience de faire des discours après ce type de cérémonie, mais à la télévision, on voit souvent les vedettes du cinéma qui reçoivent toujours des récompenses et qui ont grand besoin de récompenses. Et ils commencent en disant, voilà, je remercie ma mère et, et tous mes amis, etc. Et moi, je vous remercie, vous, parce que c'est un plaisir d'être chez vous. Je suis plein d'enthousiasme pour ce que vous pouvez faire. Et c'est ça qui m'intéresse. Je crois que vous pouvez faire des grands changements. Et j'attends avec impatience que vous le ferez. Merci. Please visit us at www.agc.edu.